profession, surtout quand il s'agit de postes à risque. Ce dépistage peut constituer un levier de repérage précoce des troubles addictifs latents, susceptibles d'être en lien avec les conditions de travail éprouvantes ou contraignantes, telles que le harcèlement professionnel, l'épuisement et autres formes de souffrance au travail. Donc, les objectifs du médecin du travail, c'est de mieux comprendre les conduites addictives et leur impact professionnel, de clarifier son rôle en tant que médecin et ses limites dans son intervention, de connaître les conduites à tenir face à un travailleur présentant une addiction et d'analyser les obligations relatives aux postes de sécurité et aux aptitudes. Donc, il faut qu'il y ait comme objectif de préciser ce que le médecin doit documenter dans le dossier médical en santé au travail. Donc, les responsabilités du médecin du travail sont très importantes. Les psychotropes, enjeux majeurs de santé publique et de sécurité au travail, vont entraîner une augmentation de situations à risque, les accidents, les incidents comportementaux et surtout la baisse de vigilance sur les postes sensibles. La publication de la loi 2503 a donné une nouvelle dynamique juridique, mais il y a des interrogations sur son application en milieu professionnel. La problématique centrale, c'est comment concilier exigence de sécurité, respect des droits fondamentaux du travailleur et mission préventive de la médecine du travail. Les addictions au travail peuvent générer des risques professionnels, diminuer la performance du travailleur, altérer le climat social et engager la responsabilité de l'employeur. Donc le médecin du travail, par sa position, il est à la fois indépendant, mais au cœur de l'entreprise, il va jouer un rôle essentiel pour repérer, prévenir et accompagner. Donc il a là une triple mission. Des constats clés, si on voit ce qui se passe à haute mer, parce que je n'ai pas trouvé de statistiques relatives aux accidents de travail chez les personnes addictes. Donc en France, jusqu'à 2017, 20 à 25% des accidents de travail seraient liés à la consommation d'alcool et de drogue. 10 à 15% des salariés vont présenter une conduite addictive. Et là, les entreprises, jusqu'à 2017, se trouvaient encore insuffisamment outillées pour un repérage précoce d'état. Alors, il va falloir comprendre les addictions et leurs enjeux au travail. La définition de ce que c'est une substance psychoactive, c'est toute substance modifiant le système nerveux central. Ils sont classés en produits illicites et licites. Parmi les produits illicites, nous avons la cannabis, cocaïne, les amphétamines, etc. Et les licites, mais à risque, nous avons l'alcool, benzodiazépines et les psychotropes, ainsi que d'autres produits. Donc, il y a un souci de barrière entre notion de consommation et notion d'addiction. On peut passer de la consommation quotidienne à l'addiction. Et quand on arrive à l'addiction, c'est-à-dire qu'on passe à un état de chronicité. Donc, l'addiction et le travail. Donc, il va y avoir une perte de contrôle avec un impact sur la sécurité, sur les performances et sur le climat social. Quels sont les facteurs professionnels favorisants? Il en existe. Vous avez le travail en horaire atypique, le travail isolé, le stress chronique, la pression des résultats, l'harcèlement, le burn-out, les cultures d'entreprise permissives. Quand je parle de culture d'entreprise permissive, au niveau du CHU Babouel, nous avons beaucoup d'entreprises où les travailleurs consomment et quand on a tiré la sonnette d'alarme, alors l'employeur nous dit, quand il consomme, il est bien.
consomment. Alors, ils sont permissifs, ils laissent leurs travailleurs consommer. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont face à des situations pareilles. Et puis, vous avez des entreprises où il y a quand même une exposition à des produits psychoactifs, comme par exemple les hôpitaux. Donc, nous avons des signes d'alerte au travail. Donc, qu'est-ce qui va attirer notre attention? C'est les retards, l'absentéisme, les erreurs répétées, la baisse de la performance, les troubles comportements tels que agitation, agressivité, somnolence et les accidents bénins répétés. Tous ces facteurs constituent un signal d'alerte au travail. La loi vise la prévention et la répression de l'usage des stupéfiants avec comme objectif principal la protection de la santé publique, la prise en charge médicale et la prévention de l'addiction chez les jeunes. On s'adresse aux jeunes. La loi 2703, dans son article 5 bis 9, exige des tests de dépistage pour le recrutement. Alors, des tests de dépistage négatifs, c'est-à-dire absence de drogue ou de substances psychotropes, sont obligatoires. Cette exigence concerne les candidats au concours de recrutement. Elle s'applique aux administrations publiques d'intérêt général. Elle s'applique aussi au secteur privé. Mais ces tests, on va demander avis après à nos psychiatres et comment les appliquer, parce qu'on s'est rendu compte que le candidat, avant de venir consulter, il se fait un sévrage d'une semaine et puis là, le test il est négatif. Et après, quel est l'intérêt dans ce cas de faire ce test? Il y a aussi l'article 5 bis 10 qui parle du dépistage en milieu scolaire et qui dit que le dépistage précoce de l'usage des drogues et des substances psychoactives se fait avec l'accord des représentants légaux ou du juge des mineurs. Et en cas de résultat positif, l'élève peut bénéficier de mesures de prise en charge médicale. Il n'y a aucune poursuite judiciaire qui va être engagée. Les résultats sont strictement confidentiels et ils ne sont utilisés que pour des fins médicales. Voilà ce que dit la loi. Donc, ce cadre juridique, quand je fais la lecture de cette loi 2503, je me rends compte qu'elle a des principes généraux assez corrects, donc prévention et répression de l'usage illicite, une responsabilisation collective et une protection de la société et de l'individu. Jusqu'à maintenant, on est d'accord. L'application se fait en milieu professionnel, mais cette loi présente une absence d'autorisation explicite du dépistage systématique par l'employeur. Il y a un respect de la vie privée, du secret médical et de la dignité du travailleur, et il y a une place centrale occupée par le médecin du travail qui est seul habilité à prescrire, réaliser, interpréter un dépistage. Il évalue la situation, propose un accompagnement, adapte le poste si besoin et oriente vers des soins spécialisés. L'employeur, dans cette loi, peut demander un dépistage. Il doit motiver la demande par un incident, un accident ou un comportement anormal constaté dans l'entreprise, mais n'aura jamais accès au diagnostic parce qu'il y a un secret médical strict à respecter. Donc, le médecin du travail, il joue un rôle stratégique. L'objectif de la médecine du travail, nous, on la connaît à travers la loi mère 8807. Le médecin du travail, il a sa double mission, préventive, essentiellement curative accessoirement. Donc, il doit promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique, mental des travailleurs. Il doit prévenir et protéger les travailleurs des risques et dommages causés à leur santé. Il doit
identifier et surveiller en vue de les réduire ou de les éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs, entre autres les psychotropes. Il doit placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leur aptitude physiologique et psychologique. Donc, quelqu'un qui consomme, le poste qu'il doit occuper doit être étudié. Il doit adapter le travail à l'homme et chaque homme à sa tâche. Parmi les objectifs du médecin du travail, on sait que le médecin du travail, il est le conseiller de l'employeur, donc il va participer à la rédaction des procédures internes, donc il va donner, il va aider à la rédaction du règlement intérieur, donc pour bannir l'alcool, entreprise sans tabac, entreprise sans psychotropes, et il doit définir les postes à risque ou les postes de sécurité. Le médecin du travail, il a une mission de surveillance et d'action sur le milieu de travail. Il doit connaître tous les postes, il doit identifier les risques au poste, il doit chercher après les postes de sécurité et il doit améliorer les conditions de travail. Le médecin du travail, il est là pour faire un repérage précoce, donc l'entretien clinique, l'utilisation d'outils validés, les audits, les assises, par exemple pour le tabac, le phénostrone, l'observation en direct lors des visites des lieux. Tous ces outils vont lui permettre de faire de l'observation des conditions. Mais le médecin du travail doit aussi avoir le consentement et l'information du travailleur, c'est-à-dire il doit informer clairement le travailleur sur le motif du dépistage, sur la nature du test qu'il va lui faire pratiquer et sur les suites possibles. C'est-à-dire, au fait, le travailleur peut refuser à être analysé médicalement s'il n'y a pas un règlement intérieur qui le contre-indique et si on ne conceptualise pas juridiquement la situation. Donc, le médecin va participer à des actions collectives, il va faire des sessions de sensibilisation des travailleurs et de l'employeur, il fait de l'information sur les risques, les affichages, les campagnes, il va aider et faire l'information des managers au repérage des signes professionnels objectivables. C'est-à-dire quand on voit que le travailleur fait du retard répété, il fait des absences fréquentes, il y a des baisses de concentration, il y a des erreurs, il y a des chutes de vigilance, il y a un changement de comportement au travail, de l'irritabilité, de l'isolement, de l'agressivité inhabituelle, et le médecin du travail, parmi ses actions collectives aussi, c'est de promouvoir la politique d'entreprise sans produits psychoactifs. Il doit travailler en équipe, il doit collaborer avec les psychologues du travail, avec des infirmiers et même avec des intervenants extérieurs. On sait qu'il est membre consultatif au niveau de la CPHS où on peut beaucoup faire par rapport à l'addiction aux psychotropes en milieu de travail. Dans sa surveillance médicale, lors des visites médicales d'embauche périodique et de reprise, quand il assure ces visites, il doit intégrer les addictions dans le dossier médical pour délivrer l'attitude médicale. Donc, l'évaluation de l'impact sur la santé et le travail va passer à travers l'analyse des risques pour le travailleur et les tiers, l'appréciation des capacités à tenir un poste, c'est-à-dire qu'on peut mettre à l'écart à tout moment un travailleur qui va consommer alors qu'il est sur un poste de sécurité. Donc, cela permettra une orientation vers le médecin traitant, l'addictologue, c'est-à-dire la structure spécialisée, et on doit coordonner avec le travailleur, c'est-à-dire le consentement, l'accord du travailleur, et il faut qu'il montre de l'intérêt pour sortir de ce problème est très important. Donc, le secret médical, on est tenu. Il ne faut jamais révéler la nature de l'addiction à l'employeur. Seule l'attitude ou l'inaptitude est communiquée.
C'est-à-dire, il vous envoie le malade, le travailleur, il vous dit « je suspecte une consommation parce qu'il a fait un incident ou là il s'est bagarré ou là », vous allez répondre par « il est apte à son poste, il est inapte ou il est inapte temporairement s'il est coopéré, vous allez lui laisser le temps de se traiter. » Donc, résultat, ce sont des données médicales protégées, donc la communication doit être limitée. Vous proposez l'aménagement de poste, vous proposez une éviction temporaire, c'est nécessaire, mais vous ne donnez jamais le diagnostic à l'employeur. Par ailleurs, il ne faut pas qu'il y ait une stigmatisation de votre travailleur. Le dépistage ne doit pas devenir un outil de sanction, un moyen de pression et de répression disciplinaire. C'est-à-dire, si ça devient ainsi, le travailleur va vite perdre la confiance qu'il a dans son médecin du travail. Quelle est la conduite à tenir dans l'accompagnement du travailleur? Donc, il faut faire l'entretien avec le travailleur, décider en matière d'aptitude, l'accompagner et voir s'il y a une situation d'urgence. Donc, comment se fait cet accompagnement? L'entretien doit se faire avec de la bienveillance, sans jugement, faire une évaluation clinique sur la gravité de l'usage, donc l'examen clinique doit être approfondi, voir la situation professionnelle, s'il y a adéquation entre le poste occupé et l'état de santé, et rechercher un contexte psychosocial, c'est-à-dire si votre travailleur il est en souffrance, s'il y a un épuisement professionnel, un burn-out, un harcèlement, donc vous faites une enquête complète. Vous allez décider sur une aptitude avec restriction, peut-être une surveillance rapprochée, peut-être une adaptation du poste et peut-être une aptitude temporaire qui va être signalée à l'employeur si votre travailleur constitue un danger. Donc, l'accompagnement de votre travailleur, si il y a gain de confiance, là, il faut qu'il y ait une motivation de sa part au changement. Donc, l'entretien doit être motivationnel, avec une orientation vers soins spécifiques. Il faut qu'il soit d'accord pour aller vers une consultation psychiatrique, parce que souvent on est dans des situations de déni, majoritairement, d'accord. Il faut qu'il y ait un suivi rapproché en santé au travail, et il faut qu'il y ait une coopération avec le médecin du traitant. Donc le médecin du travail doit rester en contact avec le médecin psychiatre ou addictologue qui prend en charge notre patient. Donc, mais si vous êtes devant une situation d'urgence, c'est-à-dire que là, le patient il est dans le déni, il a un poste de sécurité, là, le danger il est immédiat, il faut faire une éviction temporaire, un bilan et une orientation médicale urgente. Je vais continuer en vous présentant un cas illustratif d'aptitude au poste. Au CHU Babelweb, nous avons beaucoup de soucis avec les patients, avec les travailleurs, les soignants de l'hôpital. Donc, je vous ai ramené ici un cas d'un infirmier âgé de 30 ans, 3 ans d'expérience. Il exerce au bloc opératoire en neurochirurgie. Il n'a aucun antécédent médico-chirurgical connu. Il est tabagique. Il consomme quotidiennement Ichi, d'accord. Et lors de la BP, le résident a constaté un ralentissement psychomoteur marqué. Le patient reconnaît une consommation régulière, ancienne et importante de substances psychoactives. Il rapporte au résident qu'il consomme de la carbamazépine, du Zyprexa, du Nozinan, de la Tarax, et la liste était beaucoup plus longue que ça. Donc, il s'agit d'un contexte d'addiction installé chez notre patient. Nous avons commencé par faire une orientation pour une évaluation psychologique chez notre psychologue du travail du service.
qui nous a décrit un état d'anxiété, de stress, d'irritabilité avec une fluctuation de l'humeur liée à un abus de psychotropes. Nous avons fait le suivi psychologique, nous avons demandé avis au psychiatre, un traitement médicamenteux a été prescrit par le médecin psychiatre avec un diagnostic d'épisode dépressif majeur avec comorbidité toxique. Au début, notre patient a montré une volonté initiale d'arrêter la consommation, mais il avait une adhésion irrégulière au suivi, s'absentait à ses séances de psychothérapie. Sa femme, elle est venue nous voir, elle a signalé la poursuite des consommations, une violence et maltraitance conjugale documentée. Elle a ramené des photos, des vidéos sur le massacre qu'il faisait à la maison. Nous, on a fait une évaluation des risques. Nous avons remarqué une instabilité psychique persistante, une consommation non contrôlée dans un contexte professionnel à très haut risque. Au fait, nous étions obligés de prendre la décision, d'accord, étant donné qu'il y a une altération des capacités psychomotrices, une instabilité psychique, une consommation persistante de substances psychoactives, avec un risque majeur pour la santé et la sécurité des patients. Donc notre motif pour mettre l'inaptitude temporaire, c'était son accès facile aux substances, avec un risque élevé d'erreurs professionnelles graves et la nécessité de protéger le soignant, l'équipe et les patients. Donc, nous avons remis au directeur de l'hôpital un certificat d'inaptitude au poste sensible. On a mis poste sensible, notamment bloc opératoire, soins à risque, réanimation et travail de nuit. Vous allez me dire, vous avez enlevé tout ça, qu'est-ce qui reste? On n'avait pas le choix. C'était une aptitude temporaire où il fallait faire quelque chose. Donc, les enseignements à tirer à travers ce cas illustratif de manière concrète. L'importance du repérage précoce des conduites addictives en médecine du travail. Nous avons tout intérêt. Le rôle central du médecin du travail dans l'orientation vers une prise en charge spécialisée. La nécessité d'une évaluation globale intégrant les dimensions et médicales, et psychiques, et sociales, et professionnelles. La responsabilité du médecin du travail dans l'analyse du risque professionnel et l'adaptation de l'aptitude au poste. Donc, l'enseignement, c'est qu'il est mis en évidence que la décision d'inaptitude, lorsqu'elle est nécessaire, elle constitue une mesure de protection et de prévention visant avant tout la sécurité du professionnel et des patients, tout en s'inscrivant dans une démarche éthique et de santé publique. Pour les postes de sécurité, je ne vous apprends pas grand-chose. Les postes de sécurité, ce sont tous les postes qui exigent un état d'aptitude physique, mentale, psychique compatible, dans la mesure où toute défaillance, erreur, inaptitude ou altération de la vigilance est susceptible d'entraîner un danger grave et immédiat pour la santé et la sécurité du travailleur concerné, pour les autres travailleurs, pour les usagers, pour les patients, pour le public et pour les installations et les biens, ainsi que pour l'environnement. Donc, nous avons un cadre légal 8807 relatif à l'hygiène et à la sécurité à la médecine du travail. Ces postes nécessitent une évaluation préalable des risques, une surveillance médicale renforcée et des mesures organisationnelles spécifiques, c'est-à-dire quand il faut aménager le poste, quand il faut faire une restriction, quand on doit faire du reclassement, il ne faut pas hésiter pour ces postes-là. Donc, des exemples de postes, par exemple, les conducteurs de véhicules de service, le transport collectif, les conducteurs d'engins de chantier, dans les industries, les postes exposés à l'électricité, gaz, produits chimiques, les opérateurs sur machines dangereuses, le travail en hauteur et le travail en milieu confiné. Chez les agents de sécurité, les gardiens aussi constituent des postes à risque, mais vous avez l'exemple des postes à risque dans le secteur de la santé, comme ça a été
donné dans notre cas clinique, les postes de sécurité là, chez les soignants hospitaliers, c'est au fait le personnel des services d'urgence, de réanimation, les blocs opérateurs, lorsqu'ils assurent les soins d'urgence, lorsqu'ils administrent des médicaments, des traitements à risque, par exemple de la chimiothérapie, tous les actes invasifs, quand ils doivent surveiller des patients instables, quand ils doivent surveiller des patients contagieux ou dépendants, là, toute altération de la vigilance peut avoir des conséquences directes sur la sécurité des patients, engageant la responsabilité professionnelle et institutionnelle. Donc, on ne doit pas hésiter à donner les inaptitudes dans ce genre de situation. La décision médicale exige de la rigueur accrue dans l'évaluation clinique. Il faut documenter correctement la cohérence décisionnelle dans le dossier. Il y a des restrictions aussi, par exemple l'interdiction de conduire, l'interdiction de faire du travail en hauteur, l'interdiction de faire du travail en horaire atypique. Et le médecin du travail doit documenter le dossier pour une sécurisation médico-légale. Dans le dossier de santé au travail, il doit faire une anamnèse précise, il doit signaler les signes cliniques observés et les résultats des tests de dépistage, s'ils sont réalisés légalement. Il doit les reporter, il doit analyser le risque et il doit prendre la décision avec la motivation médicale. Il doit créer une traçabilité des informations qu'il doit transmettre aux travailleurs et il doit mettre le consentement du travailleur avec sa signature pour sa prise en charge et son suivi. Il faut éviter de mentionner un diagnostic psychiatrique sans confirmation. Il faut que le médecin psychiatre vous écrit, il vous donne le diagnostic et vous allez joindre le certificat du psychiatre au dossier médical. Donc, les messages clés, les addictions sont fréquentes et l'impact est fortement, ils impactent la sécurité. Le médecin du travail agit à la fois comme acteur de prévention, clinicien, conseiller d'entreprise et accompagnant du travailleur. Le respect du secret médical est fondamental. Les décisions concernant les postes de sécurité doivent être particulièrement argumentées et une bonne traçabilité dans le dossier médical protège et le travailleur et le médecin du travail. Donc en conclusion, le dépistage des substances psychoactives en milieu professionnel ne doit ni être systématique ni intrusif et doit respecter pleinement la vie privée des travailleurs. Il constitue un outil ponctuel au sein d'une stratégie globale de prévention des risques professionnels et non une finalité en soi. Donc le salarié doit être informé de façon claire et transparente sur les raisons du dépistage, la portée des résultats, ainsi que sur les mesures d'accompagnement et de prise en charge en cas de résultats positifs qu'on peut lui transmettre.